Bonjour, je tourne cette intro un peu à l'arrache en plein été chez mes grands-parents sur mon téléphone pour vous dire que la série Philotalk est bientôt terminée, elle touche à sa fin. Je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai pu avoir sur les vidéos et aussi vous annoncer qu'une nouvelle série est en préparation qui sera dédiée à l'écologie, spécialement à mon mémoire de M1 que j'ai fait sur la philosophie pragmatique de John Dewey et sur la philosophie écologiste. Je vous en parlerai donc dans des prochaines vidéos. Si vous faites partie d'une association écolo, si vous-même vous êtes écolo et que vous menez des projets, et si vous voulez passer dans une de mes vidéos, vous pouvez me contacter. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage de l'interview de Julien, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Du coup, salut Julien et merci Salut d'être Jean. avec nous sur De rien. Philotalk. Tu peux Merci à vous. commencer par te présenter, dire qui tu es. Du coup, Julien Grésoni, je suis un étudiant en Master 1 de philo contemporaine à Lyon 3. Et qui je suis, ça va être une question quand il faut répondre au cours de l'interview. Qu'est-ce que tu as fait avant d'être en M1 du coup? J'ai fait prépa du coup. J'ai commencé par ça en sortant d'un bac ES qui s'était très bien passé dans un petit privé catho à côté de Lyon où c'était agréable. Puis j'ai découvert l'univers de la prépa. Ma famille est pas du tout de cet univers-là. Genre, ils ont jamais fait de prépa L ou de prépa BL. J'ai pas une famille de profs, donc c'était un peu l'inconnu. J'y suis allé parce que ma mère voulait que je réussisse Sciences Po. J'ai pas réussi. Enfin, du moins, j'ai pas voulu y rentrer. Ouais. Ensuite, elle a découvert qu'il y avait une école qui s'appelait ENS, de très loin. Elle savait pas non plus trop ce que c'était, mais elle a vu que c'était prestigieux, donc elle m'a dit waouh, et on peut y rentrer par prépa, donc tu vas faire prépa. Et je lui ai dit bah ok, et voilà, je me suis retrouvé en prépa lettres. Ok, et pourquoi lettres du coup? Parce que si t'étais en ES, pourquoi t'es pas parti en prépa éco? Bonne question. Parce que je me suis dit que ça allait être plus rigolo de changer de spécialité. Ok. En fait, j'ai vraiment vu ça comme un redépart à zéro. Et je voulais un peu m'éloigner des maths, où j'étais très bon quand j'étais au lycée, mais ça m'intéressait pas de rentrer dans une prépa BL. Et en plus, de très loin, en fait, on avait le parc qui était me présenter dans mon lycée, et leur présentation m'avait un peu fait fuir, et donc je m'étais dit que j'allais aller à une autre prépa. Et or, il n'y avait pas d'autres BL à part les Chartreux, d'où je venais du collège et où j'avais vraiment pas passé un agréable moment. Donc c'était un peu par élimination que j'ai fait Donc t'es prépa allé L. où? À Édouard Herriot. Édouard Herriot. Ouais. Et c'était sympa ton année d'Hippocagne C'était super. L'année du Blocken, ça a été énorme, pour des raisons assez diverses et variées, que ce soit intellectuel, genre forcément j'ai découvert un univers où tu devais lire un livre toutes les 2 semaines, donc c'était assez... il y avait pas mal d'émulation intellectuelle, on va dire. Mais surtout au niveau des amitiés. J'avais rarement été quelqu'un de très sociable, et d'un coup me retrouver au milieu de gens qui partageaient un peu le même esprit ou qui avaient un peu la même manière de voir les choses, ça m'a beaucoup aidé à m'affirmer et à passer du bon temps avec plein de gens. Du coup, t'as fait quoi après cette première année d'Hippocagne? Je suis rentré en deuxième année en Cagne. Là, ça a été plus particulier parce qu'il y a l'objectif concours qui s'est dessiné, beaucoup plus qu'en première année. Alors que j'étais un pas trop mauvais élément de première année, en deuxième année j'ai commencé pépère. Du coup j'ai commencé durement parce qu'il fallait pas être pépère. Je me suis rattrapé, mais en fait de plus en plus la philosophie prenait de l'intérêt pour moi. Et j'ai perdu en fait de plus en plus la motivation de bosser les autres matières que la philosophie. Ce qui fait que petit à petit, je me suis dit pourquoi ne pas couper une année. En fait, c'était plus une décision pour ne pas souffrir en prépa, parce que j'ai pris de quitter la prépa en cours de route en deuxième année pour aller en faculté. C'est que je sentais que j'étais un peu au moment où ça allait, où j'allais rentrer dans une phase un peu plus souffrante, on va dire, dans Oui, le avec travail que je faisais. l'arrivée du concours C'est et ça. tout. Ouais. Et j'ai voulu m'éviter des souffrances inutiles parce que je savais que le concours je l'aurais pas. Je savais que au final, ce qui a été un pari un peu gagnant et en même temps auquel je m'attendais pas du tout, c'est que le fait d'être rentré en université avant d'avoir fait les 2 ans de prépa, ça m'a permis de m'accoutumer en fait à ce qu'était l'université un peu plus tôt et sans avoir subi les concours. Donc on va dire que j'ai fait le pari gagnant du feignant et ça a pas trop mal marché. T'avais beaucoup hésité avant, c'était dur de quitter la prépa, de quitter un peu tes amis, ou alors finalement Alors, ce qui s'est basé là, c'est original, c'est que ma meilleure amie m'a accompagné dans le fait de quitter la prépa. Donc, j'ai pas craint du tout de perdre des amis ou de me retrouver un peu seul. Et puis, j'ai commencé à avoir un caractère assez avenant et social, donc je savais que j'allais me refaire des potes. La décision, je l'ai prise dans les vacances de janvier, du deuxième cycle du coup. Je l'ai pris de manière assez soudaine, c'est-à-dire que je suis allé voir notre prof principal et je lui ai dit bah voilà, j'aimerais partir. Et j'ai été le
le premier d'une salle de 6-7 personnes qui sont parties de la Oula. classe. Ouais, dans ma prépa aussi, Ouais. souvent janvier de Cagnes, c'est un peu le moment où une prise de conscience C'est que ça. parfois ça sert à rien de rester en prépa s'il y C'est a un peu une ça. matière qui nous intéresse, quoi. C'était un Mm. peu ça, et il n'y avait pas du tout l'idée d'abandonner vraiment mon cursus. Hein. Mm. Quand je suis parti, j'ai vraiment dit comme argument, bah voilà, je suis moi prof de philo, j'avais une bonne moyenne, j'aurais dit, bah en fait j'aimerais faire que ça, et je vois plus l'intérêt de rester pour... Le latin. Voilà, bah, le latin, ouais, ça a été... Ouais, c'était quelle matière qui était particulièrement difficile du C'était coup le latin, j'ai mm. pas du tout un esprit bon pour faire des versions, et les langues étrangères c'est un peu pareil, c'est un exercice qui m'est resté très mystérieux. Et du coup, comment dire, j'avais des bonnes notes aux interros de connaissances parce que bah, je suis pas quelqu'un qui va pas s'investir, mais l'exercice formel qui était la version ou le thème, Ouais, parce c'était que une t'étais en catastrophe. Cagnes, enfin En ULM. ouais, Du coup, il y avait la version obligatoire de latin C'est au ça. concours. c'est ça. Et Ouais. je l'ai pas supporté et j'ai pas voulu faire. Tu sais, t'as la chance de pouvoir normalement préparer une, mais en même temps te rajouter juste Histoire Géo pour préparer NS Lyon. Mais c'est juste que c'était une charge de travail que j'avais pas envie de prendre en charge, d'autant que bah, j'avais des assos à côté que je gérais, Ah ouais. auxquels je participais, et du coup C'était quoi comme asso c'était une bibliothèque communautaire, la bibliothèque du centre LGBT. Et, Ah oui, c'est pas lié à la prépa, ça non, c'est voilà. lyonnais, ouais. ouais. Et du coup ça me prenait du temps, j'ai eu envie d'investir cet univers-là aussi. Donc en fait, en étant déjà investi dans le milieu associatif, t'étais un peu déjà dans l'univers des étudiants de faculté qui s'investissent beaucoup dans l'associatif Oui. et tout. Alors, pas là où j'étais, il n'y avait pas Mm. beaucoup d'étudiants Ouais. quand j'y étais. Maintenant, l'asso que je gère, j'ai 2-3 étudiants qui viennent de Lyon 2 surtout. C'est toujours la même asso ou t'as fondé une nouvelle asso? C'est toujours la même asso. Ok, mais mais toi, j'ai maintenant repris tu les la rênes. gères. Voilà. Ok. Avant, merci. Avant, je participais et maintenant, je la gère avec une ancienne de la prépa aussi. C'est la librairie ou c'est... C'est une bibliothèque. Mm. Et bon, ces temps-ci, elle est un peu inactive à cause de crise sanitaire et du cadre qui nous est imposé qui ne me permet pas de faire une bibliothèque opérationnelle. Mais voilà. Ouais, donc t'as préféré avoir plus de temps pour toi, pour tes activités associatives, plutôt que d'investir dans la prépa. Bah, c'était un peu ça, c'était un pari trop fatigant. Vraiment, j'avais vraiment pas envie de souffrir dans mes études. J'avais pas envie de finir dans un espèce d'article de l'Observatoire ou du Monde qui explique pourquoi c'est une torture la prépa. J'ai su mes limites, j'ai aussi fait assez vite le bilan de ce que ça m'avait apporté, de ce que ça pouvait plus m'apporter, et voilà. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu penses? La prépa, strictement la rigueur au travail, c'est certain, je suis capable d'abattre facilement des masses de travail dans un laps de temps très court et très stressant avec du café. Ça, c'est quelque chose que j'arrive bien à faire. Après, je dirais que ça a développé certaines caractéristiques plus de personnalité, comme la curiosité, etc. Il y a des thèmes que d'un coup je vais me dire ah, ça c'est passionnant, alors que ça va être poterie au Guatemala. Enfin, ouais, et finalement, la prépa, c'est ce qui t'a fait découvrir la philo, du coup, non? Ouais. Comment ça s'est passé, cette découverte? Enfin, pourquoi super bien. d'un seul coup t'as aimé la philo? Ça avait commencé au lycée. D'accord. Ça a commencé au lycée et je peux me raconter une anecdote sur pourquoi je trouvais que la philo était une matière un peu plus intéressante que les autres. Il se trouve que j'étais dans un privé catho et en fait le professeur de philosophie qu'on avait nous faisait un cours sur la dignité. Et c'était un personnage assez burlesque, il est assez excellent et il est très attaché à la religion. Mais c'est pas pour autant que sur le cours sur la dignité, il a été dogmatique. Et c'était la première fois que j'ai vu quelqu'un vraiment réfléchir alors que tout indiquait l'inverse sur ce qu'il aurait pu dire. Je m'explique. C'était un cours où il a été interrogé par des petits cons sur l'IVG. Ils lui ont dit ouais bah du coup c'est des gens qui tuent des enfants, etc. Et en fait j'ai juste vu un homme répondre très simplement en fait c'est au-delà d'être une question d'opinion et politique, c'est une question de bon sens et assez factuelle. Qui est l'IVG ou qui n'est pas l'IVG, ben, dans tous les cas les femmes en font, donc à quoi ça sert de la condamner, il vaut mieux l'encadrer. Et je m'attendais, personne en fait s'attendait à cette réponse de sa part. Ouais, parce que son avis que tu supposais, c'était qu'il était anti-avortement, voilà. parce qu'il était catho. Voilà, c'est ça. En fait, Mm. tout indiquait tellement qu'il risquait de répondre ça et qu'il a répondu l'inverse. Déjà, ça a déçu une partie un peu non négligeable de la classe. Et moi, je me suis dit, bah putain, waouh, c'est donc ça, réfléchir. C'était assez naïf. Ouais, comme, c'était son approche un peu pragmatique des ça. choses. Ouais. Même si on peut aller plus loin dans la défense de l'IVG que juste c'est Oui. factuel, quoi. Bien sûr.
Mais Oui, vu mais- du point de vue oui, d'où mais il c'était partait, déjà voilà, pas mal. vu comme c'était situé et vu le cadre, Mm. c'était déjà quelque chose de voir quelqu'un aller contre le sens de son institution, ou du moins du milieu dans lequel il est. Et Là, pour tu ça, te ça m'a dis, beaucoup touché. Ça permet ça, la philo. Voilà. Mm. Et bah ouais, je me suis un peu dit ça, mais de manière un peu naïve. Au fond, en philosophie, tu peux retrouver des gens qui s'accrocheront toujours à leurs préceptes et leurs prémices toute leur vie. Mm. Mais ça, c'était pas anodin pour moi, et c'est ce qui a un peu commencé au lycée. Et après, en prépa, c'était un peu la continuité de mon lycée, c'est-à-dire quelqu'un qui allait mettre en dialogue beaucoup de choses, qui, quand bien même il y a une idée complètement radicale qui sorte de la bouche de quelqu'un, n'allait pas être rejetée ad hoc ou ad hominem, mais allait être prise en charge et donc analysée, décortiquée, mis dans tous les sens. Et je trouvais cette approche passionnante en fait. Ce qui fait que j'aime aussi une certaine philosophie, pas Laquelle? analytique. J'aime bien Alors, quand t'es ça la décortique première beaucoup. personne sur Philosophe qui nous dit qu'il aime la philo-analytique. Moi, Donc on j'aime aimerait beaucoup. savoir ton avis. Sur la philo-analytique. Alors justement, ce que t'aimes dans la philo-analytique, c'est ce côté logique où on va décortiquer l'argumentation. C'est en philosophie analytique, j'ai vu beaucoup plus d'exposés qui étaient moins référencés sur l'histoire. Il faut savoir que moi, l'histoire, ça peut se combiner, mais les approches trop auto-référencées, j'ai un peu du mal. Et au bout d'un moment, je perds l'intérêt des mots qui sont dits. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais quand ça tourne en rond ou que ça se cristallise autour d'un seul auteur, j'ai tendance à m'ennuyer. Alors qu'en philosophie analytique, j'ai trouvé des questionnements autour de choses qui sont de l'ordre du quotidien et de l'immédiat. Par exemple, des questionnements qui vont mettre en parallèle acrasie. C'est quand tu sais que tu agis de mauvaise manière, mais tu continues à agir quand même. La faiblesse de la volonté. Voilà, la faiblesse de la volonté. Et en fait, je trouvais des papiers sur faiblesse de la volonté, mais en parallèle avec usage des drogues. Ou faiblesse de la volonté et souffrance au travail. Et je trouvais que cette approche était intéressante de pouvoir lire de la philosophie avec un certain langage formel qui est quand même pas très abordable. La philosophie analytique est connue pour ça. Et en même temps, quand elle prend en charge des thématiques politiques, elle va parler de choses assez anodines. Je trouvais ça super intéressant. Et ça, tu l'as découvert dès la prépa, la philo-analytique? Non, je l'ai découvert en sortant de prépa. Donc dans ta L2? Ouais, dans ma deuxième partie d'L2, du coup, Okay. où je suis rentré en cours de route. Oui, par exemple, la philosophie analytique, elle va s'intéresser à Platon, mais pas juste pour étudier Platon en soi, Oui. pour, par exemple, un problème contemporain, en étudiant spécifiquement l'acrasie. C'est ça, et j'aimais bien cette approche, ça permettait de remettre un peu de l'actuel dans des idées un peu trop vendues par leur éternité, on va dire. Et moi, ça m'a plu, mais je suis pas... je veux dire, quand t'es en France, c'est que tu vas plus manger de la philosophie continentale, et ça me choque pas non plus, et je suis très heureux d'avoir eu des cours sur Kant, ou des cours sur des grands auteurs, étudier, réétudier, réétudier, mis à toutes les sauces, mais ça fait du bien rien que pour la culture. Même si tu disais que tu avais du mal des fois. Oui, perso, disons que je dois les aborder avec beaucoup de sérénité pour pas être tout de suite critique. D'accord. Mais la critique que peut faire un étudiant master, c'est-à-dire pas non plus la critique d'un grand philosophe face à un autre grand philosophe. C'est pour ça que j'essaie aussi de tempérer mes avis sur ce qui m'est enseigné. Par exemple, il y a quels auteurs qui t'ont particulièrement plu? En continental ou analytique? En général. Alors celui sur lequel je suis fétiche, mais il est un peu méchant, c'est Wittgenstein, que j'aime énormément. Il est clivant, oui. Ouais, soit on l'adore, soit on le déteste. Et j'ai bouffé pas mal d'interviews qui parlent de lui, et ouais, c'est ça qui en ressort. Mais je sais pas, il y a ce côté un peu fascination complètement irrationnelle d'un auteur particulier qu'on porte comme fétiche, mais ça c'est le mien. Pourquoi Pour revenir à une simplicité. Ouais, il y avait un peu de ça, alors qu'il s'est fait démonter par Deleuze pour ça, dans son abécédaire. Mais il y a d'un côté sa partie théorique, le pourquoi Wittgenstein m'intéresse, c'est ce retour à la simplicité, son adage sur ce dont on ne peut parler, il faut garder silence, etc. Mais il y a aussi le personnage. Il est si romanesque, mais beaucoup de philosophes le sont, que lire sur lui biographiquement m'a beaucoup intéressé, et après me plonger dans sa philosophie dans un deuxième temps m'a aussi beaucoup intéressé. Ou chez lui, il est hyper maniaque, c'est hyper rangé. Alors il y a plein de choses qui peuvent ressortir. Il avait comme, mais c'est anecdotique, il avait comme ami de classe quand il était en primaire Adolf Hitler par exemple. Adolf Hitler a même dans un de ses discours dit que c'était, ça va être un peu bizarre dit comme ça, mais un homme qu'il n'aurait pas voulu tuer parce qu'il était juif de culture. Donc, super sympa. Ouais, voilà. Ah oui, je savais pas cette anecdote sur Wittgenstein. Si, mais il y a des trucs assez sortis de nulle part. Il a été ingénieur aussi.
Il a été Il était en prison, infirmier, ouais, il a été en prison, il a été pris, il s'est enamouré de communisme à un moment parce que c'était beaucoup étudié le marxisme en Amérique et puis en fait il est allé il a voulu être instituteur après pour mettre un peu en pratique le fait de ne pas juger qui l'enseignait. En fait il a détesté parce que c'était que des gueux au fond d'un village et il te raconte les choses comme ça. Enfin, il a écrit sa biographie? non mais il y a des... Enfin je crois pas, peut-être. Mais il y a des auteurs qui ont romancé sa vie. D'accord. Donc il y a un peu du roman semi-fictionnel biographique autour de lui. Et après, en fait, en général, disons que France Culture, quand il présente Wittgenstein, pour un peu intéresser, il ramène toujours des anecdotes sur lui parce que c'est tellement aberrant dit comme ça que ça peut que intriguer en fait. Et du coup, t'écoutes beaucoup France Culture ou d'autres médias pour t'aider à je sais pas, prendre ton inspiration ou des choses comme ça? Pour comprendre un auteur, ouais, bah, y a Les Chemins de la philosophie, c'est l'émission référence. Grande fan, on adore Adèle Van Rett. J'ai vraiment tendance à faire comme un petit oiseau qui va picorer au niveau de la philosophie. Ma technique est chaotique, mais c'est une technique comme une autre. C'est-à-dire que je passe en librairie, je regarde des bouquins et en fonction du titre qui va être pas le plus provocateur, mais où je vais me dire tiens, c'est un titre vachement rigolo, bah, je vais le prendre. C'est ce qui s'est passé pour le Tractatus Logico-Philosophicus entre autres. Oui. Je me dis tiens, c'est marrant de faire un titre aussi bizarre et logique et en latin. Tu l'as lu en entier? Oui. Est-ce que tu picores aussi dans les livres en lisant dans le désordre ou tu lis du début Non, à la là je suis quand même un peu plus linéaire, surtout quand c'est des propositions. Enfin, le livre de Wittgenstein se présente comme quelque chose d'assez mathématique, on va dire, donc ne pas le suivre dans l'ordre, je pense que ça relève de la torture mentale. Et t'arrivais bien à comprendre? Ou t'avais besoin d'un cours à côté? Par modestie, on va dire que non. Je sais pas, parce que parfois on peut être un peu rebuté quand on ouvre un livre de philo, on peut... Non, le langage m'a beaucoup parlé parce qu'à la base, avant Wittgenstein, j'avais beaucoup aimé Spinoza. Et donc l'idée, l'éthique a un peu aussi ce même procédé de choses assez mathématiques. Et du coup, j'étais habitué par la forme. Donc la forme m'a pas rebuté en première instance. Ce qui m'a fait tout drôle dans l'écriture de Wittgenstein, c'était le langage utilisé, qui est un langage assez ordinaire. Il y a très peu de conceptualisation théorique, où il y a peu de néologismes par exemple. Ça aussi au début ça m'a intrigué, je trouvais ça marrant au niveau de la forme. Et puis des petites choses que j'avais lues autour qui montraient que c'était quelqu'un qui jouait beaucoup avec la réflexion, par exemple le fait de dire qu'au final son livre rejette la métaphysique mais est une métaphysique. Donc en fait soit on accepte le livre comme étant la métaphysique et donc il faut le retenir comme étant la métaphysique en intégralité, soit on le rejette, sauf qu'on rejette une métaphysique, donc on est contre la métaphysique. Enfin, il y a un peu de ça chez Wittgenstein qui m'a beaucoup fait rire. Je dirais que c'est un auteur ludique, aussi étrange que ça puisse paraître, et c'est ça qui m'a plu, c'est que rarement je m'étais retrouvé dans autant d'exercices de pensée, qui proposent souvent des exercices logiques ou propositionnels, et ça m'a énormément fait réfléchir autour de la question du langage, qui est sa question fétiche, on va dire. Voilà. Et donc tu avais eu la chance de pouvoir arriver directement au milieu de L2 et de pouvoir valider l'année, ça c'est un des avantages. Oui, en fait j'avais validé un semestre de deuxième année. Par contre j'ai dû valider en faisant les UO, les examens, le deuxième semestre de L2. Oui, c'est l'avantage de la prépa. Non, j'ai pas rattrapé, mais... Ah oui, la prépa t'a donné les équivalences. J'ai les équivalences d'un semestre, mais pas des deux semestres. Ce qui fait quand même que quand bien même mon pari, je le dis comme gagnant, quand on vient de prépa et qu'on arrive en faculté, et quand même l'idée reçue soit qu'on travaille moins, il y a quand même une déstabilisation assez soudaine, et au final, travailler moins, c'est dans l'optique où comment dire, c'est dans l'optique où on veut faire une petite pause, une petite césure, mais en soi... il y a quand même des choses à faire. Voilà, il y a des choses à faire. Et le changement, c'est sur la méthode des examens ou pas seulement? Non, ça va au-delà de ça. Le changement, c'est aussi... quand on se coupe aussi du milieu de la prépa, on va être déboussolé par l'administratif, on va être beaucoup moins, on va dire, épaulé. On se retrouve en fait dans la grande machine, qui est la machine universitaire. Donc il y a quand même un petit moment où il ne faut pas se laisser démotiver. Et puis il y a aussi que le discours autour du fait de quitter la prépa est rarement un discours valorisant. Voilà, valorisant et positif. Moi je l'ai eu avec mes parents au début qui n'avaient pas compris mon choix. Mais vu comme j'étais déterminé et vu que je me laisse pas trop faire,
ils ont compris que c'était un chemin de non-retour. Donc, du coup, quand j'avais pris ma décision, il ne fallait pas revenir dessus et me dévaloriser n'allait pas m'aider. Donc, disons que les discussions de ah, mais quand même, tu rates quelque chose n'ont pas vraiment eu lieu, ou du moins se sont vite fait taire. Oui, ce que tu as raté, c'est l'angoisse et le stress Voilà, du concours. et c'est ce que j'ai dit. Ouais. J'ai juste dit, au mieux, j'ai raté une chance sur je sais pas combien de le réussir, et ce concours. Et franchement, maintenant, le NS m'intéresse parce que je sais qu'on peut y rentrer par d'autres passerelles. Ce que tu feras certainement. Ce que je risque de faire pour mes masters, mais étrangement, je me dis que je n'aurais pas voulu y rentrer sur concours. Je préfère y rentrer sur dossier en ayant un projet à proposer, en ayant quelque chose qui s'inscrive déjà dans quelque chose que j'ai réfléchi avant. Mais au moment où le concours s'est présenté à moi, j'étais pas prêt pour rentrer dans une institution qui m'aurait demandé autant de... Enfin, qui m'aurait autant sollicité pour mon avenir. J'aurais été perdu et j'y serais plus rentré par encouragement ou par juste pression sociale en quelque sorte. Mais c'est pas ce que j'aurais aimé faire comme chemin direct. Mais pour autant, le NS a un certain aura et c'est pour ça que je suis intéressé par un master là-bas sur dossier. Déjà, tu es en M1 philo contemporaine, enfin, c'est ça. Ça s'appelle philo. Mais c'est philo contemporaine l'équivalent. Déjà, pourquoi tu as choisi philo? Parce que tu préférais la philo analytique ou... Oui, l'histoire de la philosophie, c'est quand même une méthode très continentale, on va dire. Il y a histoire dans le titre, et c'est pas mon approche favorite. Je savais que quand on est en philo, on peut proposer un mémoire autour d'une notion, voire autour de quelque chose qui n'est pas de la philosophie. Ce qui, moi, m'a du coup beaucoup plus intéressé. Que c'est pas forcément sur un auteur particulier aussi, ou sur un concept qui regrouperait plusieurs auteurs. Et c'est ça qui m'a quand même fait dire que la philo m'intéresserait. Mais il y a aussi le fait que le Master 2 Culture et Santé qui est proposé par Lyon 3 est plus simple d'accès en passant par philo plutôt qu'il sort de la philosophie. Donc il y avait aussi l'idée d'une continuité. C'est plus cohérent d'avoir fait ça, quoi. Dans mon projet, c'est plus cohérent. Et alors, tu fais ton mémoire sur quoi? Sur la médecine narrative. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer? Ouais, bien sûr. Du coup, je fais mon mémoire autour d'un protocole médical qui est ce qu'on appelle la médecine narrative. Ça a été théorisé par Rita Sharon, qui est une médecin américaine dans les années 90. C'est en fait tout un mouvement plus global de réhumanisation de la médecine, où on va se dire que au-delà d'un diagnostic clinique, il faut que le médecin prenne le temps d'écouter son patient, parce qu'on part du principe que le patient a quelque chose à dire sur sa maladie, voire encore mieux, aurait une connaissance intime de sa maladie qui serait intéressante de connaître. Et la médecine narrative, c'est un peu ça. C'est le recueil de récits patients par des professionnels de santé, voire par des philosophes, pour mieux prendre en charge ce que peut être la maladie, son expérience. Rita Sharon, c'était une philosophe ou une... C'est une médecin. Oui. Mais est-ce qu'elle avait aussi ce regard philosophe ou... Elle a un bagage littéraire parce qu'en fait, elle considère que la méthodologie scientifique appliquée à la médecine narrative, c'est la narratologie. D'accord. Donc elle s'intéresse beaucoup à des théoriciens comme Gérard Genette, qui ont pu développer des théories de la narration, de la narrativité. Pour le coup, c'est pas de la philo-analytique, là. Ce que tu fais, c'est différent. Non, c'est différent. Est-ce que c'est la phénoménologie ou même pas? Alors au début, ma directrice de mémoire m'a indiqué Ricoeur, oui, qui fait pas forcément de la phénoménologie, mais de l'herméneutique. Oui, qui parle du récit, voilà, de l'identité narrative, c'est ça, etc. Exactement. Et du coup, j'ai eu droit à Soi-même comme un autre, temps et récit pour mon étude. Après, justement, parce que quand même j'aime beaucoup la philo-analytique, j'ai voulu ramener la médecine narrative dans des questionnements autour du langage et autour de l'idée d'un langage thérapeutique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut poser une grammaire, un cadre, ou comment est-ce que la narratologie comme méthode est posée en fait pour former la médecine narrative. Et du coup, ça a interrogé en quelque sorte la manière dont se constitue grammaticalement la médecine narrative. Et donc ça, c'est à voir avec un auteur analytique ou juste avec la méthode générale des... La méthode générale, la philo-analytique, est informée par quelques concepts de Wittgenstein que j'aime bien réutiliser. Donc c'est quand même ta réflexion très personnelle, quoi. Oui. Tu vas mobiliser des auteurs, mais c'est toi qui réfléchis sur ce sujet. Ouais. Ah ouais. Et tu as déjà vu des auteurs qui ont pu réfléchir sur ça, ou t'es le premier? Non, il y en a pas mal, et c'est quelque chose qui est en train de créer... En fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en charge théoriquement. On pourrait dire que je ne suis pas sincère sur ce qui va suivre, mais en gros, à un moment,
j'étais tout content de moi vers décembre parce que d'un coup j'avais eu un questionnement que je trouvais pertinent par rapport à la médecine narrative. En gros, je me suis dit, mais la médecine narrative pose que chaque récit patient a de la valeur parce qu'ils sont singuliers. Mais en fait, au fond, c'est des récits qui sont pas si singuliers que ça, parce qu'on va dire la même chose sur les maladies en quelque sorte. Et donc d'un coup, je me suis dit, ah, génial, donc il y aurait une espèce de petite impossibilité à singulariser les récits patients, alors que c'est justement par la singularité qu'on soutient que la médecine narrative, c'est intéressant. Et en fait, le papier est sorti en janvier dans une revue de philo des sciences d'Ulm. Donc j'ai vu un papier qui s'appelait exactement singularité, impossible singularité des récits patients. J'ai un peu ri et je me suis dit qu'au final, ça allait me permettre d'aller plus loin en fait. Comme quoi, la recherche avance vite. C'est ça, la recherche on en se dépêcher d'écrire les articles qu'on a envie d'écrire. C'est ça, et parfois le train passe plus vite que nous et on l'a pas pris, on le regarde partir au loin. Mais au moins, ça montre que c'est un sujet qui est vraiment actuel. S'il y a des gens qui écrivent en ce moment sur ça, ton mémoire s'inscrit dans Il y a beaucoup de médecins en France, en tout cas, qui font de la narratologie comme ça dans leur pratique. Alors, c'est enseigné à Paris Diderot, la faculté de médecine, où en fait on va demander à des médecins de, par exemple, se mettre à la place d'un patient ou de lire des récits patients et donc de voir comment est-ce que le patient considère la maladie, comment est-ce qu'il temporalise son récit, par exemple, est-ce qu'il y a des ruptures dans la narration, est-ce qu'il y a identité, etc. Donc il y a toutes ces choses qui sont amenées aux médecins, avec cet espoir, qui peut être qualifié de naïf ou pas, que ça les formerait à de l'empathie, en quelque sorte. Que sortir du langage clinique, qui est un langage souvent dit froid, rigoureux, médical, permettrait de réhumaniser par l'empathie la médecine. C'est à peu près ça, un des gros présupposés de la médecine narrative, du moins un des gros présupposés de son efficacité et de pourquoi elle doit être enseignée. Et c'est en fait quelque chose qui est aussi débattu de manière assez intéressante dès que la médecine narrative essaye de se donner une certaine scientificité, est toujours mis en débat dans des revues d'épistémologie. Vous dites que c'est l'empathie qui est condition et but de la médecine narrative. On va voir que c'est pas forcément vrai. Et c'est ça qui est assez intéressant. J'imagine qu'il va y avoir tout un débat sur l'objectivité de la science, PS, la subjectivité du patient. Enfin, ça, c'est des choses dont tu dois parler dans ton mémoire, j'imagine. Forcément, c'est un peu des incontournables. Il y a un ouvrage que j'ai lu, par exemple, qui aborde cette question en polarisant la chose. Ça, c'est Médecine narrative, révolution pédagogique, point d'interrogation. Où en fait, littéralement, la question c'est, au fond, on nous vend la médecine narrative comme révolution dans la médecine. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on faisait déjà? Et dans un des chapitres, ça va même plus loin. Il est dit, est-ce qu'au final, on ne nous vend pas une espèce de produit marketing bienveillant alors qu'au final, il n'y aurait rien derrière? Et en fait, non, ce livre est une défense de la médecine narrative et de sa scientificité. Mais c'est des questionnements, en fait c'est pour répondre à des questionnements de professionnels de santé. Parce que rabâcher à des professionnels de santé qui ne sont pas assez humanisants, etc., alors que au final c'est des gens qui considèrent leur matière comme humanisante, ça demande un certain tact. Et donc poser la médecine narrative comme un objet, du moins un protocole médical par excellence humanisant, ça demande aussi de le justifier. Et donc on va dire que la philosophie, la littérature sont là pour ça. Et est-ce que ça s'applique à des maladies qui vont être peut-être pas encore très bien connues, je sais pas, des maladies qui sont soit rares, soit encore mal comprises, parce qu'elles sont perçues par des biais, je pense aux maladies qui touchent les femmes, ou alors, je sais pas, aux maladies psychiatriques qui sont un peu mal connues, et du coup les médecins peuvent avoir des préjugés, donc écouter les patients, ça pourrait aider. Déjà, ça va être pour les maladies chroniques ou longues. La médecine narrative est souvent revenue dans des protocoles avec le cancer, par exemple. Sur des maladies rares, j'aimerais pas vendre la médecine narrative comme une espèce de sous-médecine clinique, ce qui n'est pas vraiment le cas. Je saurais pas dire, et c'est un peu ce que je ferai dans ma mémoire, si en fait il y a une... comment dire, s'il y a une complémentarité ou une conflictualité entre médecine narrative et ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine par l'épreuve. Moi j'ai tendance à prendre la partie de la complémentarité, dire que l'une ne va pas sans l'autre, et donc fatalement faire une médecine narrative pour des maladies rares qu'on ne sait pas guérir. Déjà je n'ai pas commencé par ça, quoi. Voilà, j'ai pas lu autour de ça, donc j'aimerais pas m'avancer. Et donc là, maintenant, tu aimerais faire deux masters en lien avec deux M2 en lien avec la médecine. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, j'aimerais bien, mais après ça dépendra les calendriers de ces différents M2. Mais peut-être je les ferai sur 2 ans. Mais j'aimerais bien faire culture et santé, qui est le prolongement d'un des masters, du master 1 philo à Lyon 3.
Un des prolongements. Un des prolongements, parce qu'il y en a d'autres. Après, je fais de la santé, qui est un master de l'ENS Lyon, auquel j'ai pu participer à un cours, dans le cadre des cours qu'on peut choisir à l'ENS lorsqu'on est à Lyon 3. C'était génial, enfin, j'ai vraiment adoré ce qu'on a fait. En fait, la littérature que composent ces différentes matières, je la trouve géniale. Que ce soit la manière dont les philosophes médicaux, les philosophes spécialisés en philosophie médicale utilisent les auteurs. On se sent pas enfermé dans des textes en fait, chose que moi je trouve assez cool en philosophie. À Lyon 3, il y a une approche autour de beaucoup de sociologie, de sciences humaines, qui replace la philosophie dans les sciences humaines, ce qui moi m'intéresse aussi énormément. Et donc je suppose que c'est un peu une sorte de passion intellectuelle de faire les deux masters, parce que sinon ça serait pas vraiment nécessaire d'un point de vue c'est pas nécessaire d'un point de vue académique, ça va être plus une année de plaisir intellectuel, je suis totalement d'accord sur ça. Le deuxième M2 que je ferai, si je peux pas la faire la même année, ce serait pour préparer un concours de la fonction publique, qui est le HESP, les hautes écoles de santé publique. Parce que, quand bien même j'adore la philosophie, je pense pas que je suis un profil de chercheur. Je verrai ça plus tard, on ne sait pas. Je sais pas encore ce que ça veut dire du tout. Tu anticipes des articles qui paraissent dans le Oui, c'est plus de l'ordre de l'anecdote et de la blague. J'avais pas un raisonnement aussi construit que cet article. Mais ouais, peut-être. Alors c'est quoi le concours que tu vas passer Ce serait pour devenir directeur d'hôpitaux en fait. D'accord. Et j'aimerais bien faire ça pour déjà être un profil atypique. Un profil qui vient de philosophie. En général, c'est des profils plus sciences-pistes qui tentent ces concours. Attends, le concours t'amène à une autre formation ou alors dès que t'as passé le concours, après tu peux direct postuler? Tu peux pas directement postuler, mais t'es formé sur un an, mais c'est une formation professionnalisante. D'accord. Du coup, c'est une formation avec un métier à la clé. Moi, ça m'intéresse beaucoup pour deux raisons intimes. La première, c'est bien sûr le fait que intellectuellement, c'est des thématiques qui m'intéressent et que du coup, être directeur d'hôpital, au fond, ce serait être un petit rouage dans le grand système qu'est le système de santé. La deuxième raison, il y a une partie de reproduction sociale. Ma mère est dans la santé et son métier... Le récit qui a été fait de son métier par ma mère m'a toujours passionné. C'est quoi son métier? Elle est directrice des soins maintenant, mais elle a commencé infirmière et tout le long de sa carrière, je trouvais ça passionnant. Chaque fois qu'elle me parlait de l'hôpital, alors que c'est quand même pas le milieu le plus joyeux au monde, je trouvais ça génial et quand j'étais petit, j'adorais me balader dans les couloirs de l'hôpital. Toi, t'as jamais eu d'expérience d'hospitalisation? Si. Si? Et j'ai eu des choses qui font mal d'ailleurs. On va dire que j'ai une santé. Je suis douillé, j'ai une santé fragile. Parce que souvent, les personnes qui ont eu plusieurs hospitalisations, du coup, ont un rapport spécial avec l'hôpital, oui. Soit de peur, de haine, soit justement un certain attachement et peut-être la volonté de rentrer dans le système, comme tu as dit, pour faire partie, faire avancer les choses. J'ai plus ce deuxième aspect, c'est-à-dire que c'est un milieu qui m'a j'ai jamais vu de l'étrangeté dans les milieux des hôpitaux. Et en même temps, j'ai un intérêt personnel autour de toutes ces thématiques. Voilà. Et aussi, du coup, faire 2 masters, ça t'apporterait peut-être plus de légitimité pour toi, pour être directeur d'hôpital. Il y a un peu de ça. Je sais qu'un des exercices du concours, c'est une présentation d'expérience. Et en fait, faire 2 masters me permettrait d'avoir beaucoup de stages. Et des stages de terrain avec l'approche de la santé. Il y a aussi un stage de terrain à Lyon 3, mais il est moins fourni, je crois. Du coup, ce serait une manière de pouvoir avoir encore plus de sol autour de mon envie d'être dans les hôpitaux. C'est dans le M2 de l'ENS que tu dois faire un stage, c'est ça? Dans les deux, je fais des stages. Ouais. Je sais plus. Okay. Je voudrais pas dire de fausses informations. Et tu as demandé les deux ou d'abord faire Lyon 3? Je pense que je ferai d'abord Lyon 3 et après je de la santé. Après, je vais poser mon dossier dès cette année. Je sais qu'on peut le tenter 2-3 fois, donc ça me dérangerait pas. Voilà. Ça te ferait pas peur d'avoir trop de cours si jamais tu fais les deux en même temps? Les deux en même temps, j'ai demandé à des personnes qui sont dans ces deux masters à peu près les calendriers. Je crois que c'est soutenable, mais je reviendrai à mes habitudes de caféine d'un matin. Oui, parce que dans le métier le master approche plurielle de la santé, il y a beaucoup de personnes qui travaillent déjà dans les hôpitaux et tout. Donc je crois que c'est quand même assez flexible et qu'on peut aussi enregistrer les cours, s'adapter. Oui, puis surtout si ça garde le même cadre que les cours avec la Covid, vu que c'est enregistré, etc. Il y a toujours cette possibilité de faire son propre calendrier.
Donc, Et aussi, je pense que l'avantage, c'est que ça t'amènerait à rencontrer des étudiants qui sont déjà dans le milieu que tu vises après. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans le cours que j'avais fait de ce master. Et tu as eu l'occasion un peu de rencontrer voilà, disons que les discussions entre différentes professions, c'était la première fois que ça m'arrivait. Tout comme à la toute fin, comme terminale orale, présenter un exposé autour d'une thématique de santé devant des professionnels de santé, c'est très impressionnant quand on a fait qu'une formation philosophique. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme exercice. Parce que déjà, j'avais demandé à être en groupe avec quelqu'un qui venait d'un milieu professionnel de santé. Donc ça a apporté une toute autre approche à un questionnement qui aurait pu être purement philosophique et abstrait, par exemple. Parce que justement, t'as pas peur qu'en étant directeur d'hôpital, il te manque ce côté connaissance pure et dure de la médecine, ou tu penses qu'avec les stages, etc., ça peut se rattraper Avec les stages, ça peut se rattraper, et de ce que j'ai compris du système de santé français, donc il y a 2 gros postes, on va dire direction des soins et direction hôpital. Direction des soins, ce que fait ma mère, ça demande justement cette pratique-là, une pratique qui vient du milieu de la santé avec un parcours type infirmier 4 supérieur directrice des soins. Moi de mon côté, comme j'ai dit, c'est des professionnels, des profils qui sont souvent sciences-pistes. En fait c'est des profils gestionnaires. Ce qu'on pourrait me dire c'est au fond, est-ce que je vais pas manquer de philosophie en faisant ce métier? En fait la philosophie risquerait, et je le pense, de devenir quelque chose de l'ordre de la passion chez moi plus d'un métier. D'accord, donc ton but, ça serait pas d'avoir une sorte d'éthique que tu essaierais d'appliquer dans ton hôpital? Si. Si, quand même. Si. Ça serait un peu juste ton arrière-pensée, quoi. Voilà, ta manière d'être. Ce serait de me dire que la philosophie informerait plus ou moins consciemment ou inconsciemment ma pratique. Mais après, dans les faits, c'est pas du tout un métier philosophique, ça serait un métier qui te rapprocherait plutôt de ES, de ce que tu avais fait avant. Oui, il y a de fortes chances que je revienne à ça. C'est quoi? C'est beaucoup d'administratif, je sais pas. Du droit, de l'administratif et de l'économique. Des thématiques que je trouve proches de la philosophie aussi, en tant que telle. Mais disons que ça m'éloignera de... Aussi, oui, c'est bien que les philosophes restent pas dans leur tour d'ivoire et investissent le cœur de la cité et même les domaines économiques. C'est ça. Pour pas les laisser au vautour. C'est ça. Après, j'ai pas envie de faire un syndrome BHL, c'est-à-dire que je pars de la philosophie pour m'investir dans des milieux économiques pour finir comme un homme, encore une fois, dans cette tour d'ivoire. Après, j'imagine que l'éthos du philosophe qui veut aller dans ce genre de métier, c'est que le philosophe sera là pour humaniser, comme tu l'as dit. Il sera là pour, en gros, être un peu l'homme éclairé de gauche, on va dire. Tu penses que c'est possible, comme ça, d'informer le système de l'intérieur et d'essayer de faire des progrès un peu à sa mesure? Oui, oui. Ça c'est une pensée que j'aurai toujours jusqu'à ce que je sois en burn-out à cause de l'administration. J'espère que ça t'arrivera pas. Et j'espère que tout se passera bien l'année prochaine pour tes 2 masters. Ouais, si j'arrive à les faire. Mais sinon, je les étalerai sur 2 ans. Merci beaucoup, salut. Ça m'intéresse trop ce master. À chaque fois que les gens me parlent d'un master qu'ils veulent faire, je veux le faire.